41 ans qu'on attendait ça et malheureusement on va attendre encore une année de plus. Julien Alaphilippe deuxième, David Gaudu troisième ont tous les deux été battus par Tadej Pogačar sur Liège-Bastogne-Liège. Bernard Hinault reste le dernier vainqueur tricolore en 1980. On reviendra sur cette presque parfaite édition en première partie. On fera aussi un bilan de la campagne de classique qui s'est terminée dimanche avec nos différentes mentions pour faire un peu comme les professeurs parce qu'on a toujours rêvé de faire ça étant petit. Et notre invité aujourd'hui, une légende du cyclisme, Daniel Manjas, ancien speaker du Tour de France et speaker sur les courses françaises, même s'il y en a de moins en moins en ce moment. On reviendra sur ces nombreuses annulations d'ailleurs. Et avec moi pour m'accompagner, celui qui a fêté son anniversaire dernièrement, Rémi Dos Santos, bonjour. Salut Johan, salut à tous. La voix d'or du cyclisme français, Jérémy Saakian pour m'accompagner. Salut Johan, et salut à tous. Et notre expert du jour, il est vosgien, on a l'habitude de l'entendre sur Eurosport, mais on l'a réquisitionné rien que pour nous. Steve Chenel pour sa première, comment ça va? Est-ce que tu es content d'être avec nous? Très content d'être avec vous ce soir. Est-ce que tu sais aussi qu'il y a un quiz à la fin? J'espère que tu as un petit peu révisé l'actualité du cyclisme. T'es chaud? Normalement, il paraît que c'est mieux quand tu es consultant d'être au courant de ce qui se passe, donc j'espère que vous n'allez pas me tendre de piège quand même. Non, les pièges, c'est pas le rayon de Jérémy Saakian, c'est faux bien sûr. On va passer à la toute première partie, on va parler de Liège-Bastogne-Liège. C'est parti pour le départ. On y a cru jusque dans les derniers mètres, mais finalement, Tadej Pogačar était le plus fort. Allez, Michael Woods maintenant, et qui place une deuxième accélération, le Canadien avec David Gaudu, ça fait mal. Roglic distancé. Et là on se retrouve entre champions. 5 champions qui veulent se procurer la possibilité de s'imposer quai des Ardennes dans quelques minutes après quasiment 7 heures de course. Pogačar, Valverde, Woods et nos deux Français, David Gaudu et Julien Alaphilippe. 300 mètres de l'arrivée, Alejandro Valverde. Il part de loin Valverde. Allez, il lance de très très loin Alejandro Valverde avec Michael Woods. Julien Alaphilippe qui a pris un petit éclat, qui est obligé de bouger le trou. Julien Alaphilippe, est-ce qu'il va le faire? Julien Alaphilippe, non, je crois que c'est Tadej Pogačar qui s'impose sur le fil. Tadej Pogačar, le vainqueur du dernier Tour de France, qui va venir coiffer sur le fil Julien Alaphilippe qui va terminer deuxième comme en 2004. Oui, il est maudit Julien Alaphilippe avec cette nouvelle deuxième place et surtout qu'on se rappelle de sa mésaventure l'an passé. Il gardait quand même le sourire à la fin de la journée. Écoutez-le. Je suis content, ça a été une longue journée, difficile. Un gros final très mouvementé. Voilà, je termine la journée sur le podium derrière Tadej Pogačar qui a parfaitement géré son sprint. Donc voilà, pas de regret, même si c'est vrai que j'aurais préféré gagner. Je suis très satisfait de mes Ardennaises et surtout très content d'avoir un petit break cette semaine maintenant. Est-ce qu'il y a des regrets à avoir si on se met à la place de Julien Alaphilippe? Je sais que Steve, tu avais à peu près les mêmes qualités que Julien Alaphilippe. Est-ce qu'on a des regrets à la fin de la journée avec cette deuxième place où Tadej Pogačar était le plus fort? Déjà, j'avais les mêmes qualités, mais pour gagner la course de mon quartier, pas pour gagner Liège, je peux être honnête. Non, je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir du côté de Julien Alaphilippe. C'est vrai qu'on peut refaire le sprint en long, en large et en travers. On a vu un Julien, contrairement à l'année passée, qui était absolument foufou dans le dernier kilomètre. Là, il a fait preuve de grande maturité. Il a su se repositionner quasiment en dernière position, mais finalement, la meilleure position, c'était la position de Pogačar. Et finalement, ça se joue à pas grand-chose. Et voilà, je pense que si on refait le sprint 10 fois, il va peut-être y avoir 5-5 ou 6-4. Voilà, maintenant, c'était ce sprint qu'il fallait l'emporter. Il se fait battre d'une demi-roue. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est énorme. Il faudra revenir l'année prochaine pour essayer de remporter enfin Liège-Bastogne-Liège. Après, quand on écoute l'interview de Julien, je ne sais pas si vous avez déjà entendu Julien pester et être déçu d'être deuxième. C'est toujours, c'est toujours quelqu'un qui est content parce qu'en général, il donne son maximum. Et aujourd'hui, du côté de Liège dimanche, s'il n'a pas attaqué avant, c'est qu'il ne se sentait pas. Et sa seule option, c'était effectivement d'attendre ce sprint. Sprint à 5, il se fait battre. Voilà, c'est un grand Pogačar, surtout qui a remporté Liège, qui devait certainement avoir ce petit truc en plus, privé de la Flèche Wallonne, on s'en rappelle, dû au cas de Covid dans son équipe. Oui, justement, après la ligne d'arrivée, on pensait qu'il allait avoir un peu la mine déconfite, mais finalement, il était plutôt souriant. Il a fait mine, en arrivant en zone mixte, de partir pour éviter les journalistes. En fait, c'était une blague. Il est revenu avec son vélo en rigolant avec l'attaché de presse qui lui courait derrière. Donc ça va, tout allait bien pour Alaphilippe qui garde le sourire, mais pour nous et pour toi, Rémi Dos Santos, je suppose que c'est quand même une déception quand
quand on sait qu'il était dans les 5 meilleurs et qu'à la fin, c'est une deuxième place. On pensait tous à la victoire. Oui, c'est ça, 2 Français, c'était quand même… on a passé une belle fin de journée, hein. On y a cru longtemps. Ils sont 2 sur le podium, sur les mauvaises marches, malheureusement. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir 2 coureurs comme ça. Steve l'a dit, Pogacar était le plus fort, c'était le plus intelligent aussi, puisqu'il s'est placé en dernière position comme il fallait. Il y a des regrets, mais parce qu'ils font 2 et 3, pas par le scénario en lui-même. C'est de bonne augure pour les prochaines années. Est-ce que pour toi, Steve, il a géré à peu près correctement son sprint final parce que c'était difficile de juger tout le monde parce que dans cette dernière ligne droite, c'était très très stratégique et on essayait de rentrer dans la tête un petit peu tout le monde. Il ne s'est pas loupé, il a réussi. Non, moi, j'ai vraiment pas eu peur. Il était pour moi dans la meilleure position, hein. C'était 4e ou 5e qu'il fallait être. Et j'ai envie de dire que Valverde lance le sprint, c'est du pain béni, hein. Honnêtement, il aurait pu se laisser surprendre par un Michael Woods. Je pensais que Woods allait peut-être tenter d'attaquer à 500-600 mètres. C'était peut-être lui le moins rapide. Honnêtement, ce sprint, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ils peuvent le refaire 10 fois. Ça se trouve, Valverde ira les battre une fois de plus. Une fois, ce sera Gaudu. Honnêtement, c'était 5 coureurs qui étaient très rapides, hein. On a souvent entendu les journalistes et les commentateurs justement vanter uniquement les mérites de Julien et de dire ouais, c'est lui le plus rapide. Mais voilà, un sprint au bout de 260 bornes face à ces 4 coureurs, même David Gaudu, ce n'était pas une planche à repasser, hein, au sprint, hein, on l'a vu déjà gagner des courses avec une belle pointe de vitesse. C'est des grimpeurs punchers pour moi. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Chapeau à Pogacar. Et voilà. On parle beaucoup depuis tout à l'heure de cette deuxième place de Julien Alaphilippe, mais il y a aussi un autre Français sur le podium, David Gaudu, 3e place, premier podium sur un monument. Est-ce que pour toi, Steve, c'était une surprise de le voir à ce niveau? Non, moi je fais partie de ceux qui observent et qui voient que Gaudu, d'année en année, il progresse, il franchit des caps. Physique, psychologique. On sait qu'au sein de la formation Groupama FDJ, il y a un vrai accompagnement sur plusieurs années. On est tout simplement en train de le construire pour devenir un coureur de grand tour. Ça, déjà, c'est sûr. On le verra cette année sur le Tour de France avec son rôle de leader d'équipe. Mais pour moi, il a les qualités pour aller remporter une Flèche Wallonne, un Liège-Bastogne-Liège, un Tour de Lombardie. Pourquoi pas d'autres courses difficiles, des courses d'un jour. Mais c'est vrai que non, moi, je ne suis pas plus surpris que ça de la performance de David. Pour moi, il est sur une progression linéaire et sur ses qualités. Donc, il n'y a rien de surprenant à voir David monter sur le podium de Liège. Certains diront que il aurait pu attendre 1 ou 2 ans avant d'aller chercher cette placette. Mais pour moi, quand on a les jambes, on l'a vu gagner assez rapidement. Je crois que c'était au Pays Basque. Il est en confiance. Donc, quand on est en confiance et que les jambes sont là, en général, ça suit. Bon, David Gaudu, on l'a vu avec les meilleurs depuis le début de la saison, on l'a vu sur le Tour de Pays Basque, lutter avec Primoz Roglic, et puis on l'a vu aussi sur Liège-Bastogne-Liège, bien sûr, avec cette 3e place au final. Il a l'air de progresser encore cette année. En tout cas, ce début 2021 semble le prouver. Moi, j'ai l'impression que son plus gros cap qu'il a passé, c'est pas sur le vélo ou en montagne, c'est vraiment psychologique. Maintenant, c'est un des co-leaders de Groupama FDJ, mais le leader parce que Thibaut Pinot, il a toujours ses soucis de dos. C'est pour lui qu'on travaille dans la montagne, c'est pour lui qu'on travaille sur les grandes courses à étapes ou la Liège-Bastogne-Liège ce dimanche. Et maintenant, il sait, il a compris que c'était un des chefs de file de l'équipe. Et du coup, il ose tout simplement et il montre qu'en plus, il a du talent et qu'il peut suivre les meilleurs. Et il va rapidement gagner d'autres très bonnes courses s'il continue comme ça. Ouais, juste après l'arrivée, notamment Marc Madiot a répété à nos micros tout simplement que David Gaudu c'était maintenant le patron, surtout avec la blessure de Thibaut Pinot. On va aussi essayer de parler du vainqueur, bien sûr, de Liège-Bastogne-Liège, Tadej Pogacar, vainqueur du Tour de France, vainqueur de son premier monument avec Liège-Bastogne-Liège. Bon, Steve, on est d'accord, Tadej, c'est un crack, un grand crack. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Oui, non, mais c'est un crack, hein. C'est vrai que déjà, il y a 2 ans, lorsqu'il avait remporté 3 étapes sur la Vuelta à 20 ans, on s'était dit que ça allait être une future petite bombe. Effectivement, il a confirmé très rapidement. Et puis, malgré son contrat à rallonge, hein, on peut le rappeler, hein, quand on a signé un contrat de 5 ans à 5 millions d'euros par an, on peut penser qu'à cet âge-là, on va se laisser peut-être un petit peu aller. Et puis, on va essayer de garder des grands objectifs pour toutes ces futures années.
Mais non, je crois qu'il veut tout bouffer, il veut tout croquer, il veut se construire un palmarès à la hauteur de son talent. Donc voilà, encore une fois, Pogačar, dès qu'il est sur une course, il est là pour gagner. On l'a vu remporter son tour, hein, le Tour des Émirats en début de saison. Il est là à Liège, il gagne. Voilà, partout où il ira, il sera parmi les favoris parce qu'il a très, 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 très peu de lacunes. D'ailleurs, je ne sais même pas quelle est sa lacune, si ce n'est peut-être son jeune âge. Mais encore une fois, son jeune âge, c'est la fougue, c'est l'envie de tout bouffer. Donc, je pense qu'on va en bouffer pendant 10 ans, hein, du Pogačar, tout comme les Evenepoel. C'est ce que je voulais dire. Ouais, pendant un petit moment, et on le voit souvent à l'attaque, Tadej Pogačar. Et bien nous aussi, bien sûr, dans cette rubrique, on n'attaque pas. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Steve, tu es un tout petit nouveau, bien sûr, dans ce podcast, et je vais essayer de t'expliquer le concept de on attaque pas. Et ben c'est simple, hein, je vais donner quelques petites infos qui sortent un petit peu de ce podcast et de ce thème de ce podcast, et tu vas me dire si ça t'intéresse, tu dis on attaque, et si ça t'intéresse pas, bah tout simplement, tu dis on n'attaque pas. Et ma première info, c'est Dylan Groenewegen qui est de retour à la compétition au Giro après sa suspension. Est-ce qu'on attaque, est-ce qu'on n'attaque pas? On attaque, bien sûr. On sait qu'il a été suspendu pour quand même un accident très grave de Jakobsen. Il, heureusement, est revenu sur le vélo depuis. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans cette info, c'est de voir comment il va gérer ce retour. Il va être regardé par tout le monde, observé. Il va avoir énormément de pression. Donc, j'attends de voir son premier sprint. Et puis aussi, il y a un autre revenant, Remco Evenepoel, qui lui revient à la compétition aussi au Giro après sa chute sur le dernier Tour de Lombardie. On rappelle que Eddy Merckx a dit du Belge qu'il ne gagnerait pas le Giro, qu'il allait encore être un petit peu juste. Et en tout cas, il n'y croyait pas. Est-ce qu'on attaque, est-ce qu'on n'attaque pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Non, on peut attaquer avec Evenepoel. Ça, on en parle depuis 3 mois d'Evenepoel, donc on va attaquer là-dessus. Après, il a un tel talent, un petit peu comme Pogačar, et il a surtout un âge tellement jeune. Et j'ai l'impression que tout le monde aimerait qu'il remporte le Giro pour faire un petit peu la nique à tout le monde et que le petit gamin, l'insouciant, avec sa tronche de poupon, puisse remporter ce Giro. Ouais, ça va être une attraction. C'est une certitude. Mais je rejoins quand même les propos de Merckx, de là à remporter le Giro pour une première participation sur un grand tour, sur un Giro très difficile, sans compétition avant. Ouais, non, il est bon, mais bon, peut-être pas à ce point-là quand même. Et enfin, la dernière info, on va parler course avec le Mercantour qui sera diffusé sur Eurosport le 24 mai prochain avec un parcours entre Valberg et Valberg et les ascensions notamment du col de la Colmienne et de la Couilleule. Voilà, c'est une bonne nouvelle, on n'attaque pas ou on attaque? Ouais, non, mais on attaque, beau parcours, très bien, ça fait... Je crois que l'année dernière, elle devait avoir lieu, elle a été annulée en raison de la pandémie. Donc, c'est très, très bien qu'il y ait cette nouvelle classique du calendrier français qui soit diffusée sur Eurosport et qui plus est avec, on l'espère, un plateau de grimpeurs assez conséquent. Et puis, bon, voilà, c'est un parcours très difficile, taillé pour les grimpeurs. C'est de moins en moins le cas, hein. C'est très, très compliqué de trouver des courses de purs grimpeurs. Et là, ce sera le cas. Donc, non, c'est une belle épreuve qui devrait voir le jour. Ouais, au moins elle aura lieu, en tout cas on l'espère pour cette course, mais il y en a d'autres qui ont été reportées ou annulées, et on va en parler d'ailleurs avec Daniel Manjas, notre invité du jour, juste après le jingle de l'échappée. 220 km d'échappée, une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison. On accueille maintenant Daniel Manjas, l'homme que l'on entend sur tous les podiums de France. On va revenir sur les annulations des courses en France qui tombent dernièrement. Daniel, est-ce que c'est pas un petit peu embêtant avec tous ces reports et ces annulations? Est-ce que t'as pas l'impression d'être un peu au chômage technique en ce moment ou avec toutes ces courses qui ont disparu? Bon, la première année, ça allait parce que je trouve que c'était bien d'avoir un petit peu de temps libre. Là, je commence à trouver le temps long, d'autant plus que je devais reprendre aux 4 jours de Dunkerque et qui malheureusement été annulé. Donc la rentrée est différée un petit peu. Je reprendrai au Trobreléon, une très belle course qui se déroule dans le Finistère Nord. Et puis, comme Steve est là, je pense qu'on va avoir une belle saison de cyclocross parce qu'il reste quelques mois pour bien la préparer, la peaufiner et la vivre. Ouais, les 4 jours de Dunkerque, tu le disais, qui ont été annulés pour la 2e année de suite, mais aussi le report dans le nord aussi de Paris-Roubaix, il y a le report du Tour du Jura et la classique du Grand Besançon-Doubs, alors que les courses devaient être diffusées sur l'équipe, et j'en oublie, je pense, ça fait beaucoup. Tu comprends un petit peu tous ces reports et ces annulations, tu trouves ça normal ?
Oui, ben, je trouve parce que le Tour de France, évidemment, c'est la plus grande épreuve du monde. Donc, elle est organisée, on comprend, parce qu'il y a un an de travail par des professionnels. Mais tout le tissu, tout le cyclisme repose sur le bénévolat. Il y a un tissu associatif très, très fort. Et je pense que si, par exemple, on avait dit aux 4 jours de Dunkerque, au moment de l'annulation de Paris-Roubaix, pour vous, ça risque d'être dans le même cas. Je pense que les organisateurs l'auraient mieux pris. Mais là, on leur a dit à 12 jours, c'est annulé, alors que 2 jours avant l'annulation, diligenté par le préfet, 2 jours avant, les services de préfecture avaient donné un avis favorable. Donc les organisateurs pensaient que l'épreuve allait se faire, et c'est surtout les frais engagés, parce que je discutais avec Joël Huisman, l'organisateur des 4 jours de Dunkerque, c'est carrément 100 000 euros d'avancée pour organiser l'événement et qui sont perdus. C'est ça qui est un petit peu dommage. Que l'on annule, c'est une chose que l'on peut comprendre, mais à 12 jours, s'il l'avait dit en même temps que les 4 jours de Dunkerque, je pense que ce serait très très bien passé. Mais là, ce sont tous les organisateurs se prennent sur leur temps de loisir, c'est beaucoup de retraités, c'est beaucoup de gens qui prennent de leur soirée pour organiser l'événement. Demain, s'il n'y a plus de bénévoles, il n'y a plus de sport en France, et c'est vrai qu'il y a eu une déception très très forte du côté de Dunkerque, mais là, je sais que déjà, ils sont en train de préparer 2022. Donc, vous voyez, on est démoralisé, puis tout de suite, la passion reprend le dessus. Ouais, on a eu aussi des courses comme le circuit de la Sarthe qui a anticipé un petit peu plus tôt dans la saison pour éviter d'avoir à payer ces sommes-là, et qui ont préféré annuler avant la dernière ligne droite, justement. Peut-être une question de la part de Steve Chenel que tu connais bien. Moi, j'ai une question à poser. Est-ce que tu entreverras encore un petit peu cet hiver en cyclocross? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu trop l'occasion de se croiser cet hiver. Et comme tu l'as dit, normalement, la saison de cyclocross, elle aura lieu. Tu as déjà des dates de prévues ou comment ça se passe là? Ah oui, et puis je vais avoir plaisir de te revoir. Je vais être je vais faire les Coupes de France de cyclocross à Pierrick, à Bagnoles, à Quelneuc, la Coupe du Monde à Flamanville, les championnats de France à Liévin, et puis je vais aller chez toi, enfin pas très loin de chez toi, à Brumath, en Alsace. Donc, et puis d'autres épreuves. Non, j'ai la saison de cyclocross, je suis déjà affûté. T'as intérêt à bien me tenir. Moi aussi, t'inquiète, je suis affûté, Daniel, je suis au top. Rémi, tiens, tant que tu es là, est-ce que tu as une petite question pour Daniel Manjas? Oui, bonjour Daniel. Bonjour Rémi. On va revenir sur cette annulation des 4 jours de Dunkerque. Est-ce qu'il n'y a pas d'autant plus de frustration que juste au-dessus, il y a la Belgique et toutes les courses ont eu lieu et manifestement sans trop de problèmes? Voilà, absolument. Et je crois que la déception a été amplifiée justement par cette proximité de la Belgique, où les épreuves, moi je suis allé animer le Grand Prix Samin, j'ai fait une épreuve internationale filles, tout s'est très très bien passé, on a vu toutes les grandes classiques se faire, et c'est un petit peu ça qui a vraisemblablement découragé tous les organisateurs, parce que je vais vous raconter une anecdote. J'étais avec Jean-Luc Vandenbroek, qui a été un très grand champion. On était invité à manger à dîner le soir chez un ami, et c'est la route qui séparait la France de la Belgique. Il a laissé sa voiture à droite en Belgique, on a fait 3 mètres, c'était la largeur de la route, on a dîné chez le copain, on est ressorti à 23h, on a traversé la route, et on était dans les clous, parce que d'un côté de la route, vous aviez le couvre-feu à 19h, et de l'autre côté de la route, vous l'aviez à minuit. Donc, vous voyez, en l'espace de quelques mètres, c'est un monde énorme qui nous sépare. Et dans l'organisation également. C'est vrai que c'est toujours différent entre les différents pays, mais on a la chance de voir encore des courses, en ce moment, le Tour de Romandie. Daniel, tu restes encore un petit peu avec nous, parce qu'il va y avoir une rubrique qui s'appelle la giclette. Je suis sûr que tu vas adorer. C'est parti, boum, la giclette est là, on l'attendait. Pour cette rubrique, c'est bien sûr Jérémy Sakian qui est de retour aux manettes. Daniel Manjas, je vais laisser Jérémy t'expliquer un petit peu cette rubrique. Oui, bonjour Daniel. Alors, bonjour vous connaissez Jérémy. les coureurs mieux que personne depuis des décennies. Alors, je vous ai préparé quelques petites affirmations et vous allez simplement me donner le coureur qui correspond le mieux à cette affirmation. Avec un joker. Et vous avez bien entendu un joker. Quel est le coureur, Daniel Manjas, le plus blagueur que vous ayez croisé? Steve Chenel. J'en étais sûr. Ah, c'est triché. Je confirme. Le coureur qui n'était jamais à l'heure. Le coureur qui n'était jamais à l'heure, Pascal Poisson, mais ça remonte assez loin. Le coureur au nom le plus imprononçable.
Groenewegen, et puis il y a 30 ans de cela, Sergei Sukhoruchenkov. Même Groenewegen, ça passe toujours pas, Daniel. Le coureur qui était le plus tête en l'air. Bruno Cornillet, il est pilote de ligne maintenant et il est arrivé au départ des critériums en ayant oublié soit ses roues, soit ses chaussures. Ah oui, les roues, c'est un problème. Oui, quand on a une course. Oui. D'ailleurs, une fois, il m'avait proposé d'aller avec lui de Bretagne au bol d'or des Monédières à Chaumeil. Oh, je me suis dit, oh là là, il oublie ses chaussures. Alors, si jamais il oublie de sortir le train d'atterrissage, on est mal. Mais maintenant, il est pilote chez Hop. Daniel, le coureur le plus dragueur que vous ayez croisé? Le plus dragueur, les Italiens, je dirais Mario Cipollini. Le coureur qui vous a donné le plus d'émotions? Bernard Hinault lors de son titre de champion du monde à Sallanches en 1980. C'était le premier championnat du monde que je commentais et ça reste indélébile. Eh ben, sans joker pour Daniel Manjas, Johan. Non, Jérémy, il en a pas eu besoin, Daniel Manjas. En même temps, les questions n'étaient pas si dures que ça. Merci, Daniel Manjas, d'avoir été avec nous. On te retrouve très bientôt au Trop-Bon Léon, du côté de la Bretagne, si j'ai bien compris. Et nous, on va passer à la prochaine partie avec le sprint final. On va parler des classiques de printemps qui sont terminés. On fera un petit bilan. Oh, le coup de tête! Oh, le coup de tête de Marco! Oh, le deuxième coup de tête de Rencho! Oh, que ça, c'est pas bien! Alors les gars, avant l'émission, je vous ai demandé un petit peu à tous de réfléchir, de faire fonctionner vos neurones pour donner des mentions. C'est simple, très bien, bien, assez bien et passable. Qui a été le meilleur pour commencer? On va commencer avec les très bien. Steve Chenel, notre grand expert du jour, qui a été le meilleur pour toi sur ces classiques. Pour moi, la mention très bien, c'est pour Wout van Aert. Clairement, il a été présent tout au long de la période des classiques flandriennes. Et puis, bien évidemment, présent sur l'Amstel, puisqu'il a décidé de rallonger après l'annulation de Paris-Roubaix. On le savait capable de gagner une ardennaise, enfin une pseudo-ardennaise. Et voilà, la campagne de classique a été ultra bonne. Victoire à Gand-Wevelgem, victoire à l'Amstel, toujours placé, toujours là. Un petit coup de moins bien sur le Tour des Flandres, mais voilà, il a montré qu'il était aussi humain et qu'il ne pouvait pas tout le temps être à 100%. Pour moi, vraiment, c'est la seule mention très bien que j'ai trouvée. Voilà, c'est le seul qui mérite le 19 sur 20. D'ailleurs, je crois pour cette saison que sa pire place, ça doit être peut-être un top 15, tellement il a été fort et placé cette année. Il peut tout faire, grimper, sprinter, rouler. Mais sa saison a été incroyable en termes de régularité, n'est-ce pas, Jérémy Sack? Oui, et surtout sur les classiques, c'est la 6e place sur le Tour des Flandres qui est son moins bon résultat. Il a fait top 4 au Strade Bianche, podium sur San Remo, podium sur la Flèche Brabançonne et puis bien sûr ses victoires sur l'Amstel et sur Gand-Wevelgem. C'est une très grosse campagne de classiques pour Wout van Aert. Ouais. Bon, à ton tour, Rémi, pour toi, qui a été le plus méritant de ces classiques? Alors moi déjà, je tiens à signaler que je n'ai pas noté Julien Alaphilippe, Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert parce qu'ils sont inclassables à mon avis. Du coup, j'ai décidé de les occulter et de me concentrer sur les humains, les êtres humains. Et en très bien, pour moi, j'ai mis Casper Asgreen parce qu'il a signé 2 succès magnifiques sur le 3 Saxo Bank Classique et surtout sur le Tour des Flandres. Un numéro de Solis sur le 3 et puis ce sprint magnifique face à Van Der Poel après être allé le chercher à plusieurs reprises. Pour moi, il y avait rien de mieux là sur cette campagne de classique. Eh bien, moi, je vais prendre le contre-pied puisque je vais prendre un robot, puisque je vais prendre Julien Alaphilippe qui a été vraiment mis en difficulté sur ce début de saison qui a été tensé par les médias et il a bien répondu sur ses Ardennaises avec cette victoire sur la Flèche Wallonne, cette 2e place sur Liège-Bastogne-Liège, un peu de déception mais en tout cas il a été présent au moment important pour lui. Voilà, pour moi c'est Julien Alaphilippe. On va passer à la rubrique un petit peu en dessous, un cran en dessous, les biens. Alors pour toi Steve, qui a été bon mais pas exceptionnel? Écoute, j'ai mis deux coureurs en mention bien. J'ai mis Thomas Pidcock, que finalement on attendait à ce niveau-là, mais peut-être pas aussi sur le devant de la scène, de là à remporter la Brabançonne, de là à faire ce qu'il a réalisé sur la période des classiques, à aller chercher par moments ce duo Van Der Poel-Van Aert. Enfin bref, il a été assez énorme.
présent jusque la Flèche Wallonne. Il fait une place aussi à la Flèche Wallonne alors qu'il découvre. Je pense qu'il aurait pu faire un beau Liège-Bastogne-Liège s'il n'avait pas été blessé non plus après sa chute. C'est peut-être le coureur le plus complet de cette période de classique. Donc pour moi, mention bien, au même titre qu'un David Gaudu. Voilà, David Gaudu qui a progressé et qui a montré sur la Flèche Wallonne, sur Liège. Il n'a pas fait les Flandriennes, forcément, de par son gabarit. Mais pour moi, voilà, sur la prochaine campagne de classique, à coup sûr, il sera devant. Donc, lui aussi, il mérite une mention bien. Rémi, tu as réfléchi, bien sûr. Qu'est-ce que tu prends ? Moi aussi, j'ai eu du mal à trouver, à séparer deux coureurs. Donc, il y avait Pidcock, pour les mêmes raisons que Steve. Et mon deuxième, c'est Anthony Turgis, parce qu'il a été placé sur toutes les courses auxquelles il a participé. 7 top 15 en 8 classiques cet hiver, c'est absolument monstrueux. Il y a même 5 top 10. Et la seule fois où il n'est pas dans ce top 15, c'est sur la Brabançonne quand il tombe. Donc, Anthony Turgis, pour moi, c'était le meilleur Français sur cette campagne de classique. Il lui a manqué à chaque fois un petit quelque chose pour être dans le coup pour la gagne. Mais c'est très bon augure pour la suite. Eh bien, ça lui fera plaisir, lui qui a été notre invité sur le podcast Sadera il y a pas longtemps. Bien moi, je vais prendre Alejandro Valverde, 41 ans, il y a peu, bien sûr, et voilà, il a été très très fort sur les classiques ardennaises. On pensait qu'il était peut-être un petit peu terminé, et finalement, le vétéran espagnol a répondu présent avec un podium sur la Flèche Wallonne, et puis sur Liège-Bastogne-Liège. Attention à lui pour les JO de Tokyo qui vont arriver, normalement son dernier objectif de carrière. On va passer tout de suite à la mention assez bien, tous ceux qui ont eu la moyenne, mais tout juste, on va dire Steve, ton premier. Alors pour moi, un assez bien, c'était quand même correct, parce que quand j'avais un assez bien au bahut, moi, c'était pas mal. Non, mais pour nous, c'est pas assez. C'est pas assez bien. Ah, c'est pas assez, parce que j'ai bien fait de changer, parce que justement, j'avais mis Turgis en assez bien, et parce que pour moi, effectivement, il n'a pas remporté de course, mais il a été présent sur toute la période. Il était là. C'était peut-être même l'un des coureurs les plus forts autour des Flandres, un petit peu à contre-temps, malheureusement. Et j'ai changé, du coup, pendant que vous discutiez l'entre vous. Alors, j'ai mis Michael Matthews. Michael Matthews, on sait que c'est un coureur qui, normalement, va vite, est capable de remporter quasiment. C'est lui le meilleur sprinter parmi ceux qui passent les bosses. Et Michael Matthews, pour moi, il est placé, toujours là, mais jamais gagnant, jamais podium. Et pour le coup, pour moi, c'est assez bien. Mais c'est vraiment, j'ai dû chercher en 2 minutes, là, les gars. Donc, non, mais parce que tu as toujours des petites surprises dans le podcast, c'est pour ça. Ok, donc Turgis et Matthews, assez bien. Mais pour moi, assez bien, c'est les encouragements. Vivement l'année prochaine, on va vous revoir, tu vois. Bon, t'inquiète pas, Steven, on va le revoir. Michael Matthews, il n'a pas terminé sa carrière encore. On passe tout de suite à toi, Rémi, pour cette mention assez bien. Ouais, j'ai pris un ex-champion du monde, c'est pas mal. Moi, j'ai choisi Mats Pedersen, qui avait bien commencé en gagnant Kurn-Bruxelles-Kurn. Il a fait 2e au Bredene. Et qui après, à mon sens, n'a pas été au top, mais il a aussi son équipe a été touchée aussi par le Covid. Donc, ils n'ont pas pris le départ de Ganvé Velgem notamment. Donc, c'est pour ça que ça aurait été redoublement s'il n'y avait pas eu cette notion de Covid. Donc, assez bien pour Mats Pedersen. Eh bien moi j'ai pris tout simplement AG2R Citroën. Pourquoi ? Parce que je pense qu'ils sont passés quand même à côté de leur classique, que ce soit flandrienne avec Greg Van Avermaet et Nezen, et les Ardennaises avec Benoît Cosnefroy qui a été blessé malheureusement, et qui est blessé au genou, qui a été un petit peu en dessous. Mais en fait, je mets assez bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même eu un podium sur le Tour des Flandres de Greg Van Avermaet. Et puis il y a quand même eu de belles places de la part d'AG2R Citroën, avec notamment Benoît Cosnefroy sur la Flèche Brabançonne. Voilà, donc encouragement, assez bien, mais encouragement pour AG2R Citroën. Là, par contre, on va passer dans le dur avec cette mention passable, ceux qui sont passés à côté des classiques, avec encore une fois, toi, Steve Chenel. Johan, tu te moques parce que tu as dû intégrer mon iPhone, parce que tu vois, regarde, moi j'ai mis en redoublement, j'ai mis Nessen et Cosnefroy, et je vais mettre entre parenthèses AG2R, parce qu'effectivement, AG2R Citroën, on sait que le recrutement a été fait justement pour ces classiques-là. Alors, on sait qu'il faut du temps, bien évidemment. Jungels, il a été complètement transparent. J'ai même envie de dire qu'il a été, il a été zéro. Pour moi, c'est zéro, même si, bien évidemment, un coureur, il a des passages à vide, mais là, voilà, il sort d'années assez incroyables avec Quick-Step, et
Voilà, il a vraiment été transparent, complet. Oliver Nessen, on savait qu'avec Van Avermaet, ça allait être une paire, une doublette de fou, comme peut être Lampard, Sénéchal chez Quick-Step. Transparent, mis à part effectivement le podium du Tour des Flandres de Van Avermaet, j'ai envie de dire à l'expérience, mais pas au niveau du panache et au niveau de la chose. Et Benoît Cosnefroy, tu l'as dit, effectivement, il était blessé. Il nous a montré des choses incroyables sur la Brabançonne. On s'est dit, ça y est, il a vraiment bien programmé son affaire. Il revient bien avec ce qu'il avait fait l'année dernière sur la Flèche Wallonne, justement, et Liège. On s'était dit qu'il allait faire un super truc. Et finalement, il a couru comme s'il voulait gagner. Et il est au-delà du top 15, voire plus loin même sur Liège. Donc, pour moi, déception parce que c'est un coureur que j'adore et qui, à mon sens, a les qualités pour aller chercher un podium. Et cette année, par rapport à l'année dernière, il est moins bon. Donc, en fait, je suis un peu vache avec lui, tout simplement parce que je l'aime bien. Si ça avait été un connard, j'aurais rien dit. Mais pour le coup, Benoît, j'espère qu'il reviendra encore plus fort l'année prochaine. Et pour moi, le redoublement, c'est AG2R, Citroën. Donc, revenez l'année prochaine, les gars, avec un petit peu plus peut-être de niaque. Parce que, voilà, il faut le rappeler, beaucoup de coureurs sont partis à l'intersaison. Ils étaient principalement des coureurs de grand tour. Et là, finalement, je pense que ça va un petit peu… quand le bilan à la fin de l'année sera fait, je pense que période de classique, ça sera oublié très rapidement. Oui, c'est vrai que Benoît Cosnefroy est toujours souriant pour le côtoyer un petit peu. Et vraiment adorable. Rémi Dos Santos, toi, c'est quoi ta mention passable? On va rester chez AG2R. Moi, j'ai choisi Greg Van Avermaet. Il y a cette 3e place sur le ronde, mais presque par défaut. Évidemment, on ne fait pas un podium d'un monument par défaut, mais il est bien placé au bon moment, mais pas plus. Il ne pèse pas sur la course. Et c'est vrai que c'est quand même une déception. On s'attendait à mieux de sa part. Ouais, AG2R Citroën qui a été chatouillé sur cette mention passable. Et ben moi je vais changer d'équipe. J'allais chez Alpecin Phoenix et je vais être un peu tatillon avec Mathieu Van Der Poel. Oui, il a gagné l'Estrade Bianche, ça c'est sûr. Mais par contre, voilà, il n'a pas remporté une seule classique flandrienne là où on l'attendait. Il a été placé, ça c'est vrai. Mais on voulait qu'il gagne voilà, les plus belles courses. Sur le Tour des Flandres, c'était aussi le favori au sprint. Il est passé à côté avec des jambes qui étaient complètement mortes à la fin dans le final. Et puis les Ardennaises, il n'a pas participé tout simplement aux Ardennaises alors qu'on pouvait espérer au moins un résultat sur l'Amstel. Bon, il préfère faire du VTT et préparer la JO Tokyo, on le comprend, mais voilà, je suis très exigeant et il est toujours exigeant lui aussi, Jérémy Sakian pour le quiz, bien sûr, juste après le jingle. Jérémy Sakian de retour parmi nous pour ce quiz. Alors il est combien d'étoiles ce quiz? Parce que tu nous en as fait 15 étoiles on va dire la dernière fois. Cette fois-ci c'est bon, c'est petit, c'est 1 ou 2 étoiles parce que moi j'ai pas trop envie de réfléchir aujourd'hui. Non, c'est quiz de niveau intermédiaire, je dirais 3 étoiles. Tout le monde peut s'en sortir. Parce que Steve ne sait pas, c'est que tu nous as fait un quiz 12 étoiles la dernière fois que tu nous as fait un quiz et on a eu un petit peu de difficulté. Donc j'espère que Steve va réussir à un petit peu élever le niveau. Bon, en tout cas, aujourd'hui, c'est un quiz qui va faire plaisir à Rémi Dos Santos. Je l'avais dit pour son anniversaire, je voulais faire en sorte qu'il soit un petit peu avantagé. C'est tout simplement celui qui marquera le moins de points qui l'emportera. Donc Rémi, a priori, ça doit être dans tes cordes vu tes dernières performances. La cote est à 1,01. C'est bon. Bon, je vous explique, c'est très simple. Je vous ai préparé 4 courses. Elles sont récentes, ce sont des courses du World Tour. Et vous devrez chacun me donner un coureur et vous marquerez le nombre de points correspondant à sa place sur la course. D'où l'intérêt de marquer le moins de points possible. Petite subtilité néanmoins pour que ça ne soit pas trop facile. Vous n'aurez pas le droit de me donner les coureurs qui ont terminé sur le podium. Et si vous me donnez une mauvaise réponse, vous aurez un forfait de 100 points. Voilà, c'est tout simple. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce qu'on peut passer à la première course? C'est OK pour tout le monde? C'est OK. Pour la première course, je vais être gentil. Je vais vous donner un indice. Je vais vous donner le vainqueur en la personne de Dylan Van Baarle. On s'intéresse au Dwars door Vlaanderen à travers la Flandre. Messieurs, c'est à vous. Pas tous à la fois. Il faut qu'on te donne. Rappel, vous me donnez un coureur, mais qui ne doit pas être mon Adrien Petit. Je vais regarder. Ça, c'est donc pour Steve Chenel. Malheureusement, il n'a pas terminé la course. DNF, ce sera 100 points pour Steve. Ça commence Allez, bien. rigole, Johan. C'est à ton tour. Moi, j'ai mis dire Turgis. Turgis, c'est une bonne réponse. Ça va faire 8 points. Rémi. Greg Van Avermaet. Greg Van Avermaet, c'est une bonne réponse également. Ça va faire un top 10 avec 7 points. C'est toi qui prends la tête.
Deuxième course, messieurs. On passe au dernier grand tour de la saison dernière, la Vuelta. Nibali. Qui a dit Nibali? C'est pas moi. C'est Steve qui a dit Nibali. Et malheureusement, sur la Vuelta, il n'y a pas de Nibali. Ah, mais s'il fait 0, il a le moins de points, il est au top, non? Ça aurait été une très bonne réponse sur le Giro, hein, mais sur la Vuelta, malheureusement, pas de Nibali. Allez, Johan et Rémi. Du coup, Enric Mas pour moi. Enric Mas, c'est 5 points pour Johan. David Gaudu. Ce qui te fait 13. David Gaudu, ça va marquer aussi. 8 points pour Rémi Dos Santos, ce qui nous fait 15. Bon, Steve, il va falloir se reprendre. Hein. On va passer aux Ardennaises avec l'Amstel Gold Race, mais ce sera l'épreuve féminine. Qui finit 4e? Amanda Spratt. Amanda Spratt. 4e place pour Amanda Spratt. Très bonne réponse pour Rémi qui est donc à 19. Demi Vollering. Aïe, elle fait le podium, non? C'est un podium pour Demi Vollering qui termine 2e. Johan, j'ai pas encore. Niewiadoma, 10e place pour Katarzyna Niewiadoma. Un petit point sur les scores. Rémi en tête, 19. Johan Tritz, 2e, 23. Et Steve, bon, t'es un petit peu loin, Steve. On va pas donner le score, mais la dernière. Non, mais combien il a de score quand il est not finish? On doit lui mettre 1000 points, tiens. Comme ça, il aura bien de retard. Allez, le dernier, vous en avez l'habitude. Hein. Les points seront doublés. Je vous propose une course française. La course au soleil, Paris-Nice 2021. Le général ou? Le général, tout à fait. Oh putain. Messieurs, on va lancer. Je vais dire Guillaume Martin. Guillaume Martin, c'est une bonne réponse, Johan, qui finit 6e. Donc, tu marques 12 points. Ça va. Allez, mets la pression. Allez, Steve et Rémi, c'est à vous. Barguil. Barguil. Qu'est-ce que c'est, Barguil? C'est une bonne réponse, Barguil. 14e. Ça fait 28 points pour Steve Chenel. Allez, Rémi. Hamilton. Lucas Hamilton. Eh bien, c'est une grande victoire pour Rémi Dos Santos. Lucas Hamilton, 4e de Paris-Nice. C'est la top réponse. Et c'est une victoire de Rémi. Ouais, pour une fois qu'il gagne Rémi. Allez, on va passer à la toute dernière partie de cette émission. Vous la connaissez. C'est l'heure des paris. On va prendre un petit peu d'avance. Ah, c'est même pas vrai. Bon, il y a un grand match qui parie, c'est vrai. Oui, il y a le Tour de Romandie en ce moment, mais voilà, on a préféré faire aujourd'hui une première salve sur le Tour de France, savoir qui est le favori avant cette épreuve dans 2 mois, mais surtout après la campagne de classique terminée, ce début de saison. Alors pour l'instant, les favoris, ce sont les 2 grands Slovènes, mais peut-être que Steve va nous trouver autre chose. T'es le premier à donner ton pari. Clairement, c'est les 2 Slovènes, hein. Roglic, Pogačar, pour moi, il n'y a pas photo. La victoire devrait se jouer entre eux, d'autant plus que pour moi, le seul coureur capable de les battre en montagne, c'est Bernal, mais là, il va être sur le Giro, il y a beaucoup de chronos. Donc, moi, je suis plutôt joueur. J'ai envie de dire qu'un Geraint Thomas est capable de faire de belles choses sur le prochain Tour de France. Mais de là à battre Pogačar ou Roglic, ça me paraît très compliqué. Donc, Pogačar ou Roglic. Alors j'ai regardé Primoz Roglic et Tadej Pogačar qui sont bien sûr les 2 favoris à 2,35. Et ben Geraint Thomas est 3e à 8,50. Donc c'est une belle cote. Et il faut savoir aussi que, attends, je viens de regarder aussi que pas très loin, il y a Chris Froome à 31 et je crois que c'est le pari de Rémi Dos Santos. Je me trompe pas? Ouais, je mets 10 000 euros sur Chris Froome. Donne-moi-les, c'est clair. Donne-moi-les, je vais les faire fructifier beaucoup plus facilement qu'avec ce pari. Je pense que ça servira un peu plus, ouais. Un meilleur investissement, c'est sûr. Moi, je vais jouer Richard Carapaz. Donc, on reste chez Ineos, mais j'ai envie de tenter Carapaz. Il y a beaucoup de chronos, certes, mais le collectif Ineos sera, à mon avis, très fort. Et j'ai envie de croire qu'en montagne, il peut jouer avec Roglic et Pogačar. Alors Richard Carapaz est 5e avec une cote à 23 tout simplement. Donc c'est aussi une belle pièce à mettre. Il y a pas mal d'Ineos dans les premiers. Il y a aussi Julien Alaphilippe qui est bien placé à 31, Wout van Aert à 36. Et puis lui aussi Mathieu Van Der Poel qui tient devant Vincenzo Nibali. Jérémy, toi tu penses à quoi? Oui, Steve a tout résumé. Évidemment, les 2 Slovènes sont ultra favoris. Tu en choisir un, tu veux pas j'ai envie d'être joueur. Non, mais je vais jouer ni l'un ni l'autre. Je vais jouer une très très grosse cote et je vais rester chez Ineos avec Rohan Dennis. On ne sait jamais. Jamais il se transforme en grimpeur durant le mois de juin.
il sera bien affûté pour le Tour. Rohan Dennis 71, à chaque fois les grosses cotes pour toi, Jérémy. Et moi, ça sera Julien Lafilippe. Hein, voilà, je mise sur un Français. Il va être énervé après le Liège-Bastogne-Liège et le parcours peut lui convenir. Et j'espère qu'il visera le général. Bon, il fait ce qu'il veut après. En attendant, c'est terminé pour cette émission. Ce 10e épisode de Ça déraille que vous avez écouté sur les plateformes Deezer, Spotify et Apple Podcast. Et on va se retrouver la semaine prochaine, juste avant le Giro, le premier grand tour de la saison. Ciao.